Je me suis dit, mais je ne peux pas continuer, en fait, la vie est trop fragile. Je ne peux pas me mentir éternellement. Bonjour à tous et bienvenue sur Quand je serai grande, le podcast pour s'inspirer et oser croire en ses rêves d'enfant. Je suis Lydie Sulmena, sa créatrice. Je vais à la rencontre de personnes inspirantes qui nous partagent leur regard sur l'écriture, la créativité, la manière dont tout cela les relie à l'enfant qu'elles étaient. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à mettre 5 étoiles sur SoundCloud, iTunes ou toute autre plateforme d'écoute, à partager et liker cet audio, ça m'aide vraiment beaucoup. Le podcast Quand je serai grande est l'audio de l'arbreapalabre.fr. Dans cet épisode, je vais à la rencontre de Sarah Barouk. Sarah a publié 2 livres aux éditions Albin Michel. Elle voulait juste marcher tout droit, son premier roman, et Le Cas Zéro, paru en 2018. Alors qu'elle entame l'écriture de son 3e roman, Sarah aborde avec nous son rapport à l'écriture et la manière dont elle l'a acceptée dans sa vie. Sarah nous livre une conversation tout en émotion et avec beaucoup d'authenticité. Quand l'absurdité de la vie nous pousse à trouver un sens à notre existence, à trouver un sens au non-sens. Allez, on l'écoute. Bonjour Sarah. Bonjour Lydie. Merci, un grand merci d'être présente aujourd'hui pour cet épisode 2 du podcast Quand je serai grande. On se l'est dit tout à l'heure en off, mais je le redis là, je suis gratitude d'avoir Sarah Barouk aujourd'hui face à moi. J'avais lu à l'époque, elle voulait juste marcher tout droit, mais pour me remettre dans l'ambiance de ce roman que j'ai adoré, je me suis replongée dans l'histoire. Et là, je dois dire que j'ai du mal à en sortir. Et quand j'ai terminé le livre, je me suis dit quand même, je vais la rencontrer, Sarah. C'est trop génial. Non, franchement, merci. Franchement, chapeau bas pour cette écriture, c'était vraiment chouette. Merci à vous Lydie, vraiment, je suis moi-même très honorée de faire partie de ce magnifique projet. Cette aventure, ouais. De réaliser mon rêve. Ben voilà. Alors, pour se présenter un peu aux personnes, aux auditeurs, aux personnes qui vont nous écouter. Donc Sarah Barouk, quel est ton parcours ? Quel est votre parcours ? Pardon, c'est vrai que j'ai tendance à tutoyer tout le monde. Il n'y a pas de problème, vous pouvez me tutoyer. Bah toi aussi, parce que ça me fait vieille le tueur. Alors Lydie, il n'y a pas de problème. En direct live. En direct live. Alors, raconte-nous un peu ton parcours. De ce que moi j'ai pu lire par-ci, par-là, tu as suivi une route toute tracée, enfin en tout cas celle que tu pensais qu'il fallait que tu traces au départ. Donc des études honorables à SCPE Europe, en stratégie d'entreprise. Dis donc, très renseignée. Ensuite, tu as travaillé dans diverses entreprises avant de monter toi-même ta boîte. Et j'ai lu dans une interview que même à un moment donné, tu ne t'es pas autorisé à légitimer un peu cette écriture parce que tu ne te sentais pas les capacités littéraires pour, jusqu'au jour où elle voulait juste marcher tout droit. Alors raconte-nous un petit peu. Alors en fait, moi j'ai toujours été fascinée par les artistes en général, les écrivains, oui, mais le fait de se dire qu'on est sur Terre pour découvrir qui on est et éventuellement le communiquer aux autres, quelle que soit la façon. Il y en a c'est en dansant, il y en a c'est en écrivant, voilà. Donc moi ça m'a toujours fascinée. J'ai fait du théâtre depuis mon plus jeune âge, du piano. Je crois que j'ai commencé le piano, j'avais 4 ans. J'écrivais des poésies. Alors, j'ai relu ça parce que du coup, ma mère a cherché les archives. Elle m'a retrouvé mon cahier de poésie de quand j'avais 6 ans. Génial. J'avais fait un magnifique poème sur les mauvaises herbes. Collector. Collector. Donc, oui, les mots, l'expression, en fait, de soi. Ça a toujours été un peu ma faiblesse. Ou pas une faiblesse d'ailleurs, mais en tout cas, ce vers quoi je tendais. Mais je viens d'une famille où les gens ont un peu les pieds sur terre et la vie de saltimbanque, c'était même pas envisageable en fait. Je me suis dit, non, il faut que je fasse mes études, il faut que je gagne de l'argent parce que je suis pas née avec des moyens inépuisables. Il faut que je me débrouille et c'est pas possible de gagner de l'argent en écrivant. Moi, en fait, voilà, je ne l'envisageais même pas. Donc j'ai fait mes études, j'y connaissais absolument rien. Moi, mon père est médecin, ma mère était institutrice et
personne n'est dans des métiers je dirais, du commerce, etc. Donc, quand je suis arrivée en école de commerce, moi, je croyais que le marketing, c'était le métier de designer. Je croyais que j'allais dessiner des bouteilles de shampoing, enfin, ce genre de trucs, quoi. Donc, quand je suis arrivée en école de commerce, après avoir fait 2 ans de prépa où j'ai souffert le martyre, j'arrive là-dedans, je déchante complètement. Je me dis mais c'est pas possible en fait. Moi je suivais des cours de marketing et j'avais l'impression que c'était des cours d'évidence. Enfin voilà. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. On nous expliquait que dans les rayons des supermarchés, eh bien si le produit s'adressait à des personnes âgées, il fallait pas le mettre trop haut parce que les personnes âgées vont pas lever le bras. Je dis bah oui, mais de moi-même, si je propose, enfin c'est logique quoi. Donc voilà, donc j'ai fait un peu une sorte de dépression quand je suis arrivée dans cette école. Je me suis dit mais alors ma vie ça va être ça quoi. Et je me souviens, j'ai fait un stage en fusion et acquisition dans une grande banque. Parce que je me suis dit, quitte à m'ennuyer, autant gagner de l'argent. Donc autant aller jusqu'au bout du truc. Voilà, autant aller au bout du truc. Donc j'ai commencé à faire de la finance. Et je me suis dit, mais déjà, je creusais les personnages parce que je suis allée m'acheter des fringues, un espèce de tailleur chez Zara. Mais je voulais rentrer dans le personnage de la banquière, quoi. Donc j'y suis allée. Et en fait, petit à petit, le stage durait 6 mois. J'ai commencé à ravoir de l'acné, je crois que j'avais 23 ans. Le tailleur, en fait, j'arrivais et mon acte de rébellion, c'était de mettre ma veste dans un sac en plastique de supermarché et de le sortir devant tout le monde. Enfin voilà quoi, genre la fille enfile son costume le matin. Et je me suis dit, en fait, je ne vais pas pouvoir continuer comme ça. Et mon frère a eu un accident. Assez grave, il a failli rester en fauteuil et là ça a été un électrochoc pour moi. Je me suis dit mais je peux pas continuer, en fait la vie est trop fragile, je peux pas me mentir éternellement. Donc j'ai commencé à faire un premier pas de côté où j'ai postulé pour faire de la créa en agence de pub. Donc c'était pas complètement la liberté, mais c'était déjà rien à voir avec la banque d'affaires. Et ça a plutôt bien marché. J'ai vite perçu les limites pour moi, en fait. C'est-à-dire que la première charrette que j'ai faite, on appelle ça une charrette quand on passe la nuit sur un dossier. Je crois que c'était pour une marque de dentifrice où où le client nous avait demandé de réfléchir absolument s'il fallait dire fluor et plante ou plante et fluor. Ah oui, d'accord. Voilà. Et j'avais passé, je crois, la nuit à me poser cette question. Et je me suis dit non, mais ça non plus, je vais pas y arriver. Si ça doit être ça mon existence, j'ai pas ce niveau de remise en question quoi. Voilà. Donc, mais en même temps, je trouve que la vie est assez joueuse dans le sens où elle nous pousse, elle nous met quand même face à un certain nombre pas d'évidence, mais elle nous contraint à voir la réalité des choses et à se questionner à un moment donné, ou pas d'ailleurs, mais à se questionner souvent sur, voilà, tu vas aller au bout du truc, je te montre en fait ce que c'est la réalité. Oui. Et donc là, j'ai vite palpé cette réalité. Et j'ai eu de la chance, en fait, j'ai fait quelques rencontres de gens qui écrivaient pour la télévision. Donc c'est auteur de télévision, c'est un peu présomptueux comme titre, mais c'est comme ça qu'on dit. Donc en gros, ils écrivaient des interviews de présentateurs pour des émissions. Ah oui, je savais même pas que ça existait. Ouais, ça existe en fait dans toutes les émissions. Tout est écrit, à moins de s'appeler Laurent Baffy et d'être capable de faire des vannes comme ça en direct. La plupart du temps, tout est écrit, quoi. Et donc, je me suis mis à faire ça. J'ai participé à l'écriture des textes des émissions du jour de l'an sur TF1, enfin des trucs où on rédige le « Je vous souhaite une bonne année » au mois d'octobre. Voilà, mais si vous voulez, ça a été la première fois, si tu veux, que j'ai gagné de l'argent en écrivant. Et tu t'es rendu compte à ce moment-là que c'était possible. Oui, là pour moi ça a été quand j'ai reçu ma première fiche de paye d'auteur, même si c'était auteur télé dans des émissions pourries. Je me suis dit, en fait, un autre monde est possible. Alors oui, il y a des inconvénients. Une saison, c'est pas 12 mois, c'est toujours des emplois un peu précaires. Mais je me suis dit c'est possible. Du coup, j'ai commencé à travailler aussi pour la radio, à écrire toujours des petits textes, quoi. Mais je faisais ça.
Et très vite, j'ai eu envie d'écrire des histoires. Donc là, pareil, j'avais pas l'impression que j'en étais capable. Donc je me suis dit, il faut que je vois comment les autres font. J'ai réussi à me faire embaucher au comité de lecture de chez Gaumont. Oui. Donc là, je recevais en fait tous les scénarios de films. Et j'ai fait ça pendant 2 ans. Ouais. Donc ça fait travailler en fait la perception qu'on a des histoires, des personnages. Pourquoi là j'adhère et pourquoi j'adhère pas. C'était intéressant et j'ai commencé à écrire à ce moment-là en me disant, vu tout ce que je lis, peut-être que je suis capable de faire au moins aussi bien que les merdes que j'ai entre les mains. Non, finalement, c'est vrai que quand on voit l'envers du décor, ça nous décomplexifie un peu. Ça nous enlève pas mal de complexes dans le sens où effectivement avant on voit la montagne énorme et puis après quand on regarde les coulisses ou quand on fait ce fameux petit pas de côté, on réalise que finalement c'est possible quoi. Il y a toujours moyen. Voilà, alors après, on se met à chacun nos exigences et je me suis vite rendu compte avec mes premiers textes que j'avais de quoi progresser et que ça allait être ça en fait, le travail de ma vie, de progresser. Donc pendant quelques années, j'ai fait ça, je faisais auteur pour la télévision, pour la radio, ce qu'on appelle script doctor, ce qui est hyper prétentieux aussi parce qu'en fait la plupart des script doctors, ils n'ont jamais écrit de scénario, c'est-à-dire ils corrigent les autres, mais en gros Spielberg, il n'est pas script doctor quoi. C'est un mec qui n'a jamais réalisé de film qui vient te dire comment il faut faire, quoi. Mais bon, c'est pas grave. J'apprenais quand même et là malheureusement j'ai eu une maladie des yeux assez importante. Pendant 1 an et demi, je voyais quasiment rien en fait. Donc, je suis restée enfermée chez moi. Et là, d'un seul coup, une série de réalités se sont un peu abattues sur moi, dans le sens où j'avais pas de sécurité sociale. Enfin, comme j'étais freelance et que j'avais aucune protection, je me suis vite retrouvée dans une situation très compliquée. Je me suis dit, mais c'est une maladie chronique, donc si ça me fait ça tous les 2 ans, tous les 3 ans, je peux pas me permettre de me retrouver coincée chez moi. Enfin, faut que j'ai une sécurité. Donc là, j'ai... Le côté cartésien. Puis j'avais pas le choix. La réalité de la vie j'avais pas le choix. Comment on paye le loyer, quand on n'a rien. Donc ça a été une période très, très angoissante, au-delà de la maladie en elle-même, où comme je voyais pas, je me suis rendu compte que les yeux, c'était utile. Non, mais même dans l'approche qu'on a de sa féminité, je veux dire, moi, je voyais pas si j'avais un bouton, je voyais pas si j'avais... s'il fallait que je m'épile. Des choses assez bêtes, mais qui m'ont... Je voyais pas le visage des autres dans la rue. Et on se rend compte qu'en fait, on se sent moins seul au monde quand on capte un regard. Tout à fait. Voilà, donc... ça a été une période vraiment compliquée pour moi. Et donc, je suis un peu repartie de zéro. Je me suis dit, qu'est-ce que ma formation me permet de faire ? Donc, c'était plus de la communication. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle du brand content, c'est-à-dire des contenus de marque. Où, pareil, j'écrivais des histoires, mais des histoires sur les marques, plutôt que d'écrire des histoires générales. Et au final... J'ai fait quelques années plus tard, en 2012, une autre rechute de ma maladie. Et là, je suis restée de nouveau 6 mois chez moi. Et je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas faire ça, il faut que j'écrive. Il faut que je donne du sens à ma vie. Et c'est là que j'ai commencé l'écriture d'Elle voulait juste marcher tout droit. Donc on était en 2012 et le livre est sorti en 2016. Oui, donc, en 2016. Voilà. 4 ans. Voilà, 4 ans pour le sortir. Voilà, pour le sortir, le sculpter. C'est un peu de la sculpture. Oui, c'est de l'orfèvrerie. Voilà. Et surtout quand on lit, pour les personnes qui l'ont lu, et puis moi qui me suis replongée dans l'histoire juste avant de te rencontrer, l'histoire est fabuleuse et on sent tout ce détail, toute cette attention que tu as apportée à chaque mot, à chaque scène. Et en tout cas, moi, j'ai senti le travail derrière, et puis surtout, j'ai senti cette envie, alors volontaire ou pas d'ailleurs, mais d'imager. C'est-à-dire que j'avais l'impression de lire un film. Clairement, j'avais
le son, j'avais le son, j'avais l'image, je voyais tout, quoi. Le voyage, il était total. Je pense que c'est lié à ma maladie, parce que on n'en guérit pas, donc ce que j'ai aux yeux. Et en fait, moi, ce qui m'apaisait, parce que en 2012, j'ai passé quasiment 6 mois, une bonne partie du temps dans le noir, enfin, c'était conscient. Ouais. J'écoutais des livres audio. Voilà. Et en fait, j'ai très vite pris goût aux écritures imagées. Tout à fait. Moi, j'étais dans le noir, j'avais que ça. J'écoutais en fait des documentaires, je pouvais pas les voir, et j'écoutais des livres audio. Et je remercie en moi les auteurs qui décrivaient les choses, qui écrivaient de façon à ce que je puisse voir le film. Parce que moi, les films, je pouvais pas les voir. Ouais. Donc je me suis dit, il faut que je tende vers ça. Parce que pour moi, l'écriture, lire, ça m'a sauvée à beaucoup d'égards dans les périodes où c'était compliqué. J'avais toujours l'impression de me faire un peu des amis ou de me dire, voilà, ce livre a été écrit pour moi. Quelque part, il y a quelqu'un qui me comprend, ou même si c'était au siècle dernier, c'est pas grave, on est connectés. J'avais cette relation avec les auteurs. Et je me suis dit, moi, il faut que je rende ce que j'ai reçu et il faut que je le rende de la façon dont ça m'a le plus touchée. Voilà. Ouais, non, mais ça se ressent complètement. Mais justement, pour rester sur sur ce que tu viens de dire, notamment vis-à-vis de l'écriture, en quoi l'écriture a été un compagnon et en quoi l'écriture a été un lien entre l'adulte que tu étais en train de devenir et l'enfant que tu étais. Alors, moi, je vais être assez claire. J'étais comme ce qu'on appelle des nerds. J'étais une adolescente grosse, boutonneuse, à lunettes. Je peux pas dire que j'ai eu beaucoup de succès, donc je trouverais refuge dans les livres. Ouais. Et j'avais l'impression qu'un monde était possible. J'avais l'impression que là, j'étais acceptée quelque part, même s'il n'y avait pas d'interaction. Je me disais, il existe un monde où on ne vous regarde pas pour savoir si vous rentrez dans un mini-short ou pas avant de vous parler. J'avais l'impression que c'était ni au-dessus ni en dessous, mais que c'était un ailleurs dans lequel je me sentais bien. Donc j'ai toujours beaucoup lu en fait. C'était un refuge, vraiment pour moi, mais comme beaucoup de gens qui aiment la lecture, c'était un refuge. Donc il y a évidemment des auteurs qui m'ont époustouflée plus que d'autres. La première fois que j'ai lu La vie devant soi de Romain Gary, c'est un grand classique, mais je me suis pris une claque immense. Petite, j'aimais les Disney. Mon père me racontait que je ne savais pas lire, j'avais même pas 3 ans, mais je faisais comme si c'était moi qui lisais et je tournais les pages. En fait, j'avais appris les contes par cœur et je faisais comme si je lisais. Et comme je connaissais vraiment au mot près, l'illusion était totale. Parfaite. Voilà. Et pareil, j'avais un grand-père qui n'a pas eu la chance de faire des études parce qu'il est né pendant la guerre, une dizaine d'années pendant la guerre, donc il a dû arrêter ses études. Et c'était le grand complexe de sa vie. Et du coup, il a passé le reste de son existence à lire et à me communiquer son amour de la lecture. Et je me souviens, c'est lui qui m'avait raconté, il me faisait apprendre les fables de La Fontaine par cœur. Donc évidemment, on avait commencé par Le Corbeau et le Renard. Et il m'avait raconté qu'une fois, je raconte des anecdotes, mais je sais pas. Oui. Voilà. Au contraire. Je devais avoir peut-être 2 ans ou 3 ans, j'étais sur ses épaules, donc c'était encore l'âge où on est sur les épaules de son grand-père, donc j'étais pas bien grande. Et j'étais en train de réciter dans un ascenseur en vacances Le Corbeau et le Renard. Et donc je dis, vous êtes le phénix des hôtes de soie. Et là, il paraît qu'il y a une vieille bonne femme qui dit, mais quelle est mignonne cette petite fille. Mais tu récites des fables de La Fontaine. Sais-tu au moins ce qu'est un phénix ? Et là, il paraît que j'ai donné la définition du phénix que mon grand-père m'avait expliqué. Je devais faire vraiment haute comme 3 pommes. Mon grand-père, il m'a dit, mais tu peux pas savoir, ça a été mon moment de fierté. La vieille, elle a regardé médusée. Elle est ressortie de cet ascenseur avec la gamine sur les genoux de son grand-père qui était en train de l'expliquer. C'est quoi le phénix ? Voilà. Donc, et tac, la vieille. C'est clair. Et donc, du coup, la lecture au départ t'a toujours accompagnée depuis ton plus jeune âge et notamment à travers
Et ça a été un lien avec les personnes que j'aimais, Voilà, tout simplement. oui. Voilà, ça a été C'est mon un grand-père lien. beaucoup. Ensuite, ma mère, c'est vrai que je le raconte d'ailleurs dans un livre qui va sortir plus tard, mais bon, comme beaucoup de jeunes adolescentes, avec ma mère, parfois, il y a eu des couacs, quoi. Et finalement, on se retrouvait dans des livres. C'est-à-dire qu'elle me disait, ben, lis ça, ou je vais commencer tel livre, tu le commences, et puis et du coup, on se parlait Comme des ça, histoires, ouais. ça évitait Ouais. de parler de ce qui fâchait, Ouais. mais ça a été un lien énorme avec ma mère, en fait, la littérature. Donc, à chaque fois, j'ai trouvé des incarnations humaines Oui, pour en parler, oui, oui. et le sentiment d'être connecté à certains auteurs, voilà. Et à quel moment tu es passée de l'écriture, de De la la lecture lecture à l'écriture? Je crois que les choses... Se sont faites naturellement? ouais. En fait, j'ai adoré faire des rédactions en classe. Ouais. J'ai adoré apprendre des poésies et comprendre la gymnastique qu'il fallait pour faire rimer. Donc, bon, je le dis clairement, c'était complètement nul. Hein, mais donc, ma mère, maintenant, depuis que j'arrive à être éditée, se met à rechercher dans les vieilles boîtes, parce que ma mère garde tout. Hein, c'est génial, donc elle ça. a retrouvé un cahier de poésie je devais avoir 6 ans. Donc, bon, j'ai écrit une poésie sur les mauvaises herbes, j'en ai écrit une sur le soleil. Mais c'est génial, c'est génial. J'écrivais sur ce qui m'entourait, quoi, mais bon, c'était nul. Hein. Non, je mais déjà crois que les 6 ans, mauvaises herbes, vous me faites peur. Mauvaises herbes, mauvaises herbes, vous n'êtes pas un bonheur. Et là, je barre et j'écris non, vous êtes un malheur. Voilà, ça, c'était mes poésies de 5-6 ans, quoi. Voilà. Mais justement, pour rester là-dessus, comment est-ce que tu te décrirais, toi, enfant? Tu étais comment? Je crois que j'étais dans la représentation. En fait, j'étais beaucoup... Je voulais faire plaisir. Oui. Donc, j'étais beaucoup dans ce qu'on attendait de moi. Et j'étais aussi l'aînée d'un frère et d'une sœur. Et donc, j'avais l'impression qu'il fallait que je les guide. Quoi. Oui. Que je sois montrer l'exemple. Voilà, que je devais montrer l'exemple. Donc, quand je vois les films qu'on a faits, etc., je suis toujours très directive. Je suis toujours dans un espèce de personnage qui veut en faire trop pour montrer qu'elle est sûre d'elle, alors qu'en fait, j'avais les chocottes, quoi. Mais c'est souvent ça, hein, je trouve, pour les aînés. Je suis moi-même aînée d'une fratrie de 3. Et c'est vrai que je ne me souviens pas que ma mère me l'ait dit clairement, mais quoique, l'aîné doit toujours faire plus, j'ai l'impression. Oui. C'est-à-dire qu'il faut toujours tracer le chemin, montrer l'exemple au petit frère, à la petite sœur, tenir la main. Et limite, on est obligé d'être parfait, quoi, ben, voilà. et de faire ce qu'on attend précisément, ce qu'on attend de nous. Enfin, moi aussi, je l'ai perçu clairement comme Alors, ça. il y en a qui ont la force de caractère de dire je vous emmerde, je suis qui je suis, et voilà, mais moi, je ne l'avais pas. Donc, je me suis mis beaucoup de pression. Donc, j'étais une petite fille qui a tout de suite eu beaucoup de sensibilité. J'étais très sensible. Et est-ce qu'à cette époque-là déjà, tu pensais que tu écrirais des livres? Est-ce qu'à cette époque-là déjà, tu pensais que l'écriture t'accompagnerait comme elle t'accompagne aujourd'hui? Je savais que je serais proche des livres parce que j'aimais ça, mais vraiment, je ne pensais pas que c'était possible. Mais voilà, mais parce que dans l'esprit des gens qui m'entouraient, c'était des personnes exceptionnelles qui étaient éditées. Qui étaient publiées. Donc moi, j'avais pas du tout cette impression. Aujourd'hui, je pense pas. Je pense que c'est un concours de circonstances et beaucoup de travail. Voilà. Il n'y a pas de secret. Non, mais je pense qu'il n'y a pas de secret. Alors qu'à cette époque-là, je pensais qu'il y avait des secrets, que c'était pas pour moi, quoi. Voilà, c'était pas possible. C'était aussi pour moi rocambolesque d'imaginer que je pourrais être éditée que d'être acrobate dans un cirque. Enfin, je pensais pas avoir les capacités. Et est-ce que c'est ce qui fait que aujourd'hui, dans ta manière d'écrire, alors je n'ai aucune idée de quel sujet sera traité dans ce livre 3, à paraître bientôt, mais néanmoins, est-ce que c'est ce qui fait que ton écriture, elle s'attache à dépeindre autant? J'ai trouvé, pas la désillusion, mais... oui, si, un peu la désillusion, et puis le fait que finalement la vie est jamais telle qu'on penserait qu'elle est, ou telle qu'on pense qu'elle est. Alors pour moi, la vie est quelque chose de complètement absurde. Seul vaut finalement le moment présent. Enfin, c'est des généralités ce que je dis, mais la quête de sens
est un sujet clé. Ah, je crois qu'on a pris beaucoup de temps. La quête de sens, c'est vraiment la quête identitaire. Quête de sens, ce sont les sujets phares qui me hantent. Voilà, je ne sais pas pourquoi les choses marchent à un moment, ne marchent pas avant. Je ne sais pas pourquoi il y en a qui vivent, il y en a qui meurent, il y en a qui tombent malades. Enfin, pour moi, c'est une série d'absurdités. Et on essaye de se débattre avec ça depuis qu'on est né. Donc, moi, la seule chose que j'essaie quand j'écris, c'est d'être un peu humble. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des auteurs qui s'appliquent énormément à faire des phrases compliquées pour qu'on remarque leur style. Moi, c'est plutôt le contraire. Je veux qu'on rentre dans l'histoire. J'aime les petites phrases, j'aime enfin, quand c'est pas trop compliqué, quoi. Je veux être accessible un maximum parce que lorsque j'écris, je crois en mes personnages. Pour moi, c'est une rencontre avec ces personnages. Donc j'ai envie qu'on les rencontre de façon simple et fluide et qu'on se dise pas c'est un auteur qui s'écoute écrire, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Y en a, après, mais moi je trouve effectivement qu'en fonction de ce qu'on aime, bien sûr, mais il y en a beaucoup qui sont dans ça. On a l'impression quand on lit qu'ils se sont vraiment écoutés écrire. C'est exactement ça. Comme certains s'écoutent parler, mais on a vraiment cette sensation de ça dans certains ouvrages. Alors je les citerai pas là parce que c'est pas le propos, mais je pense, et je suis assez d'accord avec ce que tu dis, l'écriture est et doit, à mon sens, être d'abord une question de cœur, de parole, de cœur à cœur, c'est ça. Je crois que c'est ça qui prime sur le style, sur le reste. Et finalement, c'est un plongeon. Et pour moi, dès qu'on commence à relever des phrases, c'est qu'on sort de l'histoire. Même si c'est pour se dire, oh dis donc, qu'est-ce qu'elle est bien écrite, cette phrase. Ça veut dire qu'on est en train de penser à ce qu'on vient de lire, qu'on n'est plus avec le personnage. Donc pour moi, ça c'est un échec, bizarrement. Ouais. Et est-ce que, pour rester sur cette idée de désillusion, de désenchantement et de quête aussi de l'absurdité parfois de la vie, je lisais une de tes interviews, alors accordée, je ne sais plus à quel média, quel magazine, mais j'avais noté cette phrase que je trouvais très juste, qui est de trouver du sens dans le non-sens. Oui. On est complètement là-dessus. Et comment elle résonne tout particulièrement, toi? En fait, ça a été assez simple. Moi, quand on m'a diagnostiqué ma maladie aux yeux, je venais de réaliser mon premier, d'ailleurs mon seul court-métrage. Et je me suis dit, j'ai réussi à faire ça. Ça m'a pris au moins 4 ans, parce que quand on est personne, qu'on n'a pas d'argent, réaliser un court-métrage... c'était une prouesse pour moi. Et j'ai cette maladie où je sais que je vais voir de moins en moins, que du coup je ne vais pas pouvoir réaliser, parce que quand on est derrière ce qu'on appelle un combo, c'est-à-dire le petit écran qui permet de vérifier la réalisation, les détails, moi je ne les vois plus. Donc je me dis, je vais être la première réalisatrice aveugle, ça va être super. Même si je ne vais pas devenir aveugle, mais à ce moment-là, je ne savais pas du tout où j'en étais. Et je me suis dit, mais je vis un truc complètement absurde. Et cette idée, a continué de me hanter, et c'est comme ça que j'ai développé le personnage de Vadim, dans Elle voulait juste marcher tout droit, qui est un grand reporter de guerre pour lequel je me suis un peu inspirée de la vie de Robert Capa, mais qui, lui, se blesse, mais vraiment de la façon la plus stupide qui soit pendant le débarquement, c'est-à-dire qu'il tombe mal du bateau donc sur un coin de la tête, et il devient aveugle. C'est-à-dire que c'est un grand reporter de guerre qui a voué toute sa vie à ses reportages et qui ne peut plus les faire parce qu'il est tombé bêtement. Et quand on regarde finalement les grands accidentés de la vie, un accident, c'est toujours bête. Clairement, ce sont des choses absurdes qui arrivent, on ne sait pas pourquoi. Voilà, et donc quand on regarde, mais quand on regarde le nombre de personnes, ne serait-ce qui dépendent de la MDPH, donc la Maison des handicaps en France, ou qui déclarent avoir un handicap, on se dit, mais on est beaucoup, beaucoup, beaucoup à vivre avec une part d'absurdité. Clairement. Et pourtant, il faut trouver un sens. Tout à fait. Donc je crois que la vie de la plupart des gens, et à la rigueur, tant mieux, parce que c'est ça qui permet de se débattre. Moi, je plains ceux qui n'ont pas de problème, finalement. C'est de trouver du sens dans le non-sens. Et comment est-ce qu'on fait? Parce qu'on a ressenti, en tout cas, moi, j'ai ressenti aussi beaucoup de colère, de frustration face
ce qu'elle considérait, je trouve, Alice et aussi peut-être Vadim aussi, face à ce qu'ils considéraient comme des injustices de la vie finalement. Alors comment est-ce qu'on arrive à apaiser cette colère et à se dire finalement, il faut qu'on compose avec. Il faut qu'on compose avec et qu'on continue à avancer. Voilà, en fait, je crois que tout est une question de transformer cette colère en énergie. Et de se dire, oui, de toute façon, foutu pour foutu, vu qu'on va mourir, autant y aller. Quoi. Mais c'est d'ailleurs aussi le thème de mon deuxième roman, où on est... Le cas zéro. Voilà, le cas zéro. Il y a ce médecin, on est en 82 en France, le sida ne s'appelle pas encore le sida, c'est une maladie qu'on pense réservée aux homosexuels, on ne sait pas très bien ce que c'est. Bon, et c'est un médecin qui est face à un malade qui va mourir, pour lequel il n'a aucun traitement. C'est un moment où on ne sait pas du tout, et ça c'est vrai, comment cette maladie se transmet. On ne sait pas si c'est comme la grippe. Donc si le simple fait d'approcher ce patient va le contaminer, va contaminer sa famille. Enfin, moi je crois qu'on ne parle pas assez de l'héroïsme de certains soignants pendant ces années-là, qui ne savaient pas à quoi ils s'exposaient, à quoi ils exposaient les leurs. Et il se dit, mais qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je risque ma peau pour essayer de le soulager ? Parce que je ne vais pas le guérir, mais je vais peut-être pouvoir le soigner, le faire en sorte qu'il meure un peu plus apaisé. Ou est-ce que je l'abandonne ? Et il a fait un serment, il a prêté serment, comme tous les médecins, et il se dit, je ne peux pas l'abandonner. Donc c'est encore une fois complètement absurde, source de colère, et à un moment donné, vaille que vaille, il doit y aller. C'est ça, c'est toujours il y a toujours pas cette dualité, mais il y a toujours le revers de la médaille, c'est-à-dire que d'un côté effectivement il y a l'absurdité de la vie et toute sa part de colère et de désenchantement, mais de l'autre aussi il y a l'espoir et oui, l'espoir, l'espérance qui fait que mine de rien, vaille que vaille, malgré tout ça, on continue à avancer. C'est peut-être alors certaines personnes peut-être moins optimistes que toi diront c'est un esprit de revanche aussi, se dire qu'on transforme ce qui nous arrive de mal en énergie de conquête. C'est la base de la revanche, mais une revanche, si c'est se défendre, si c'est plaider sa propre cause, c'est pas une revanche sur les autres. Enfin, c'est pour soi, c'est pas contre quelqu'un. Donc ça reste positif. Ça reste positif, effectivement. Et pour revenir sur le sujet de l'écriture, est-ce que tu considères qu'aujourd'hui, tu te sens complètement légitime face à ton écriture, ou est-ce que encore, à chaque nouveau roman, à chaque nouvelle histoire, c'est un recommencement ? C'est complètement... Alors, j'en suis pas du tout à cette étape-là. Moi, au moins, tu as... Parce que par rapport à ce qu'on disait au tout début de notre entretien, où quand tu as commencé tes études, tu te questionnais beaucoup sur ta capacité à... Aujourd'hui, tu sais que cette capacité, tu l'as. Donc, limite, ça devrait être écarté. Là, tu vois, moi, j'ai toujours l'impression que je ne saurais pas écrire celui d'après. J'ai toujours l'impression que c'est un miracle que j'ai su en faire. Là, voilà, je vais en sortir un troisième et je me dis, mais le quatrième, laisse tomber, c'est impossible. Je ne vais pas savoir... En fait, il y a une sorte de vertige après une publication. Je me dis, mais je ne vais plus y arriver, quoi. Je ne sais plus parler français. Enfin, voilà, je me dis, à chaque fois, c'est un petit miracle. Et puis, c'est là où je me dis... On n'est jamais satisfait. Moi, j'ai une sorte d'avidité comme ça qui m'empêche d'être sereine, où il m'en faut toujours plus. Voilà, où j'ai l'impression que je veux qu'il se vende encore plus, ou je veux qu'il se passe ci, ou je veux qu'il se passe ça, et puis je suis jamais contente parce que forcément, j'atteins jamais les objectifs un peu délirants que je me mets toujours. Je me dis, mais est-ce que c'est pas un énorme manque d'humilité, ça, de se mettre des objectifs sur des choses qu'on maîtrise pas? On ne peut pas du tout maîtriser la façon dont un livre va être réceptionné. Moi, le dernier, il est sorti en plein milieu des manifestations. Et je pense à tous les auteurs qui ont dû sortir pendant tous les samedis de Gilets jaunes cette année. Je ne suis pas du tout là pour critiquer les manifestations des uns et des autres, mais forcément, les gens vont acheter beaucoup de livres les week-ends ou avant de partir en vacances dans les gares. Quand il n'y a plus les week-ends et quand il n'y a plus les gares, les livres ne se vendent pas. Donc c'est compliqué, quoi. Donc, ça dépend de beaucoup de facteurs.
qu'on ne maîtrise pas finalement. On ne maîtrise pas Alors, du tout. Du coup, pourquoi est-ce que on s'en détache pas? Est-ce que tu penses que le doute, il est nécessaire à ce processus créatif? C'est là que je dirais, on rentre dans un système. C'est-à-dire que si les éditeurs, les médias, etc., savaient vraiment définir ce qu'est la qualité d'un livre, eh ben, il n'y aurait pas de problème. Le truc, c'est qu'on colle quand même une étiquette de combien elle a vendu du dernier, combien... Enfin, voilà, là aussi, il y a un principe marketing qui fait qu'on est dans un système où la simple beauté du geste d'écrire ne suffit pas. Ne suffit pas, oui. Mais on a le droit de ne pas rentrer là-dedans. Il faut une vraie force de caractère que moi, je n'ai pas toujours. Ouais, tout à fait. Et du coup... ça c'est une question qui est un peu égoïste, hein, mais bon, je la pose. C'est une vraie question alors. Non, dans le sens où, comme on s'était dit en off tout à l'heure, voilà, j'ai fait mon premier jet, mais il y a énormément de personnes en atelier d'écriture notamment qui soit ont peur de se lancer, soit se lancent mais abandonnent, ou qui se sentent pas légitimes, hein, clairement. Qu'est-ce qui fait que Sarah Barrault va toujours au bout de son écriture? Qu'est-ce qui fait que tu commences et que tu termines surtout? Mais en fait, j'ai envie de te dire, je ne sais pas faire autrement. C'est peut-être mon caractère de tête de mule, mais j'ai l'impression que je le dois, c'est hyper peut-être prétentieux, mais je le dois à mes personnages, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont là, ils ne me lâchent pas. Je dois avoir peut-être 72 notes dans mon iPhone parce que je prends le bus, je fais n'importe quoi, je me dis ah mais elle fait ça à ce moment-là, ah mais elle lit tel livre et lui il fait, et donc je passe mon temps, les idées me viennent comme ça sur les personnages à prendre des notes et je me dis mais je peux pas faire autrement, je vais pas réussir à être en paix si je termine pas ce truc-là. Mais c'est clairement ça, parce que je sais que à l'époque où je venais tout juste de savoir que j'étais enceinte et ça se passait super mal au début, enfin c'était catastrophique. Et je sais que j'avais commencé à écrire une nouvelle et je l'avais laissée dans un coin, enfin j'avais refermé le cahier et je te jure, je revoyais les yeux, mais alors que je l'avais imaginé mon personnage principal, et quand je fermais les yeux, je revoyais ses yeux là, tu vois. Elle était là sur le trottoir, là où je l'avais laissée, tu vois, dernière scène, et elle me disait mais qu'est-ce que tu fais? Voilà. Qu'est-ce que tu c'est fais? Ça. Alors, je sais pas, c'est peut-être aussi mon côté qui travaillait bien en classe. Il faut quand on commence quelque chose, il faut finir, il faut faire bien, il faut machin. Donc, je suis incapable de me foutre la paix, moi, dans la vie. Hein. Donc, je suis ma première ennemie. Donc, c'est peut-être le bon côté de ce travers, quoi. Un peu obsessionnel, où je ne peux pas être tranquille si je termine pas quelque chose que j'ai commencé. Et tu disais d'ailleurs que tu as une discipline qui tient en 3 mots. Pragmatisme, humilité, optimisme. Alors, quel conseil tu donnerais à ceux qui nous écoutent là et qui, pour l'essentiel, sont très attirés par cette envie d'écrire, mais qui n'osent pas? Alors, on ne parle pas de publier, on parle juste d'aller au bout de cette envie et de mettre un point final à ce projet d'écriture qu'on a amorcé. Quel conseil, toi, tu donnerais? Alors déjà, de penser au bien que ça fait quand on met ce point final, même si un point n'est jamais final, hein, parce que clairement. L'écriture, tout commence après. Mais j'ai bien compris là ces quelques dernières années que l'écriture c'est de la réécriture, c'est clair, pas de problème. Mais ça fait un bien. Donc déjà penser à ça. Voilà. Ensuite, je sais pas si j'ai vraiment le niveau pour donner des conseils, mais prendre des notes tout le temps, ne jamais se censurer. Moi, j'ai besoin d'écrire beaucoup sur mes personnages. J'écris leur biographie moi-même, même si j'utilise pas tout. J'ai besoin qu'ils soient là, j'ai besoin de les connaître, j'ai besoin de savoir ce qu'ils aiment manger, même s'il y aura aucune scène où on va parler de ça, de ce qu'ils aiment écouter comme musique. Voilà, j'ai vraiment besoin. Comme si c'était des gens que je fréquentais, qui m'avaient raconté leur vie. Et là, je sais qu'une fois que je les ai, ils vont pas me lâcher. En fait, je me piège toute seule. Ouais, bah oui, carrément. Donc voilà. Donc faut jouer avec vous-même. Faut vous piéger pour vous obliger à terminer le truc. Voilà. On arrive, c'est vrai, à la fin, malheureusement, de ce podcast. Mais j'avais quand même une question à poser et il faut que je la pose. C'est, qu'est-ce que penserait la petite fille que tu étais de celle que tu es aujourd'hui?
à ton avis? J'y pense beaucoup, beaucoup à ça. C'est vraiment, vous voyez, tu me dis ça, j'ai la chair de poule C'est parce vrai? que non, mais c'est très important l'enfant en nous. C'est les promesses qu'on se fait petit. C'est est-ce que je suis devenue une personne avec les valeurs que j'espérais honorer dans ma vie. J'espère que je la déçois pas trop. Voilà, j'étais une petite fille qui croyait un peu à la magie, qui espérait des miracles. Pour moi, c'est un miracle d'avoir réussi à être éditée, donc ça, je pense qu'elle est contente. Là, tu vois, c'est en train de m'émouvoir vachement. Non, mais j'y repense souvent à elle, en fait, à cette petite fille. Quand je sens que je rentre trop, justement, dans ces questions marketing, etc., je me dis, mais pense à la petite Sarah. La petite Sarah, elle en avait rien à foutre d'avoir vendu tant d'exemplaires, que la couverture soit comme ci, que tel journaliste s'intéresse à toi. La petite Sarah, ce qu'elle voulait, c'était montrer à son papy qui avait son nom sur une couverture. Voilà. Et elle y est arrivée. Et elle y est arrivée. Donc bravo. Bravo pour ça. Non, mais bravo. Voilà. Vraiment. Et voilà, et c'est tout. Et en fait, ça permet de revenir à l'essentiel, je crois. Ouais. Revenir à l'essentiel. Ouais. Ça, c'est un beau finish, Sarah. Merci. Je suis tellement ravie. À toi. Je suis désolée pour cette parenthèse. Mais merci de partager ça avec nous. Franchement, ça me fait chaud au cœur et je suis pleine de gratitude pour ça. J'arrête pas d'être pleine de gratitude, mais c'est tellement vrai. Merci. Merci à toi, Lydie, vraiment.